Au sud de la Californie, le soleil se lève sur la baie de San Diego. Au bord d'une voie rapide, sur ce parking, Maria, 54 ans, commence sa journée. Bon, je vais replier mon lit. Cette voiture, c'est sa maison. C'est ce que je fais tous les jours. C'est ma routine. Je refais mon lit. Maria n'a plus de logement. Cela fait 1 an qu'elle dort dans son van. Ça a l'air pas mal. On ne dirait pas que je vis ici, alors que c'est le cas. J'ai vu des gens qui avaient des voitures avec des affaires partout. Comment je pourrais aller au travail dans ces conditions? Moi, j'ai besoin d'un peu d'ordre. Ça m'aide à avancer. Ce n'est pas parfait, mais ça m'aide à me sentir mieux. Comme Maria sur ce parking gratuit, ils sont une trentaine à passer la nuit dans leur voiture. Pourtant, la plupart travaillent. Ils sont agents de sécurité, chauffeurs Uber, secrétaires ou encore informaticiens. Maria, elle, est femme de ménage et auxiliaire de vie. Un travail harassant qui l'occupe 7 jours sur 7. Vous avez bien dormi? Oui? Enfin, ça dépend comment je suis garée. Si ma voiture est penchée, non. Il faut qu'elle soit sur du plat, parce que sinon j'ai mal au dos. Pour apporter un peu de confort à tous ces gens, une association leur a mis à disposition un point d'eau, des toilettes de chantier et une petite cuisine en plein air, où Maria prépare son café avant de partir au travail. C'est un café énergisant. Très connu aux États-Unis. L'histoire de Maria, c'est celle d'une dégringolade qui arrive à des milliers d'Américains. Pendant longtemps, elle n'a manqué de rien. Elle était mariée. Et elle vivait dans cette belle maison. Mais après 5 ans de vie commune, l'idylle tourne mal. Il m'a larguée. Il m'a dit « Ok, ça n'a pas marché, à bientôt. » J'ai dit « Quoi? Je n'ai plus d'endroit où vivre, plus de maison. Je suis SDF. » Aujourd'hui, je n'ai plus de lit, plus de meubles, plus de maison. J'ai juste ma voiture et un siège. Ouais, c'est comme ça. Maria n'a rien récupéré. Elle a préféré tout laisser à son ex-mari et tourner définitivement la page. Mais en Californie, ces dernières années, les loyers ont tellement flambé qu'avec son salaire de 1 500 €, elle n'a pas pu retrouver un appartement. Désormais, tous les matins, avant d'aller travailler, elle se rend dans cette salle de sport. Elle fait 45 minutes d'exercice, mais elle vient surtout pour un autre besoin indispensable. J'ai dû me résoudre à venir ici parce que je n'avais pas d'endroit où me doucher. Une fois, je n'ai pas pris de douche pendant 1 semaine. C'était terrible. Je peux vous dire, là, vous vous sentez vraiment comme une SDF. Vous puez. Je me suis dit, comment je pourrais faire? Oh, la salle de sport. Donc je me suis inscrite. Son abonnement lui coûte 40 € par mois. Le prix pour continuer à vivre presque normalement. À la sortie de la salle, personne ne pourrait soupçonner que Maria n'a plus de maison et dort chaque soir dans sa voiture. J'ai un super boulot grâce à ça. Parce que si je ne me douche pas, personne ne va m'embaucher. Je serai vraiment sans abri. Plus de voiture, plus rien. Mon monde va s'effondrer. Et je ferai quoi? Je deviendrai complètement SDF. Ah non, et là je me suicide. Non, je plaisante. Maria fait partie de tous ces Américains de la classe moyenne qui, ces dernières années, ont sombré dans la pauvreté.
Officiellement, l'Amérique triomphante est de retour. Depuis la crise de 2008, l'économie ne s'est jamais si bien portée. La croissance bat des records. Et le chômage est au plus bas, moins de 4%. Une embellie dont Donald Trump s'attribue tous les mérites. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour commencer à vivre le rêve américain. Mais contrairement à ce que le président affirme, le fameux rêve américain est loin d'être de retour. Aux États-Unis, 40 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et des millions de travailleurs sont prêts à tout pour ne pas basculer. Je gagne de l'argent en donnant mon sang. Je fais ça 2 fois par semaine. La crainte de ces Américains, se retrouver à la rue du jour au lendemain. Car ici, le système n'est pas tendre avec ceux qui ont des fins de mois difficiles. Vous avez intérêt à vous mettre en règle, sinon vous serez très vite expulsé. Dans certains États, on ne plaisante pas avec les retards de loyer. Bureau du shérif. Ici, c'est arme au poing qu'on expulse les locataires à la chaîne. Où est-ce que je vais dormir? Dans un hôtel. J'ai pas le choix. Pour ces Américains au bord du gouffre, se soigner coûte une fortune. Acheter à manger ou des médicaments, il faut choisir. Alors la solidarité s'organise. Ils sont pris en charge gratuitement dans des hôpitaux de campagne dignes d'un pays en guerre. Voyage auprès de ceux qui n'arrivent plus à s'en sortir, au cœur de l'Amérique des déclassés. San Diego, au sud de la Californie. 300 jours de soleil par an. Des plages à perte de vue. Un cadre idyllique. La carte postale californienne. San Diego, c'est aussi l'une des métropoles les plus dynamiques du pays. Ici, il n'y a quasiment pas de chômage. Cette vie de rêve, c'était le quotidien d'Eric. Informaticien brillant, il gagnait 7 000 € par mois. Aujourd'hui, à 53 ans, ce célibataire vit dans sa voiture. Et pour manger gratuitement, il s'est arrangé avec les employés d'une pizzeria. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bien et vous? Vous êtes venu chercher vos parts de pizza? Oui, Je vous les amène. merci. Qu'est-ce que vous prenez ici? Ce sont des parts de pizza invendues qui ont passé trop de temps en vitrine. Ils me les gardent au frigo et me les donnent ensuite. Et voilà vos 2 boîtes. Eric vient tous les soirs récupérer des pizzas. Merci beaucoup, c'est très gentil. À demain. Au revoir. Ces invendus, il va les partager avec d'autres accidentés de la vie. Car depuis 1 an et demi, Eric dort sur ce parking, celui où vit aussi Maria, la femme de ménage. Avec ses pizzas, il fait le bonheur de ses voisins. Il y en a beaucoup. Comme Lorella, 55 ans, chauffeur de VTC. C'est bon. Vous avez faim? Ouais, j'ai faim. Vous avez mangé aujourd'hui? Non, j'ai conduit toute la journée. Dans sa vie d'avant, Eric aussi travaillait énormément, 50 heures par semaine. Mais il y a 4 ans, il fait un burn-out et accumule les ennuis de santé, notamment cardiaques. Il ne peut plus travailler et touche le chômage pendant 6 mois. Puis, plus rien. Je croyais que j'allais gérer et m'en sortir, mais ça m'a vraiment anéanti. Et après plusieurs années à voir des médecins, j'ai dépensé toutes mes économies. J'ai fini par tout dilapider et ne plus pouvoir payer mon appartement. Eric tente de remonter la pente. Aujourd'hui, il travaille en intérim et fait des économies pour pouvoir louer un appartement. Après sa longue journée de travail, Maria est de retour. Vous êtes fatigué? Oui. C'était une longue journée. Le travail est difficile parce que je porte une dame qui est un peu lourde. Toute la journée, je fais des allers-retours. Pendant 9 heures, c'est long.
Mais je vais bien. Ma boisson, mon repas, mon lit. Je suis prête à aller me coucher. Je suis crevée. 21h30, fermeture des grilles. Désormais, plus aucune voiture ne peut entrer sur le parking. La nuit, il n'y a pas de gardien. Et même si aucune agression n'a eu lieu, Maria n'est pas rassurée. Je ferme les portes, je baisse un peu les fenêtres et je mets l'alarme. Si quelqu'un essaie d'entrer, je le saurai. Et j'ai ma bombe lacrymogène. Et aussi mon cutter là-bas. Si quelqu'un force la porte, je le gaze. On sait jamais. C'est tout. Quelques mètres plus loin, Eric, lui aussi, s'apprête à passer une nuit de plus dans sa voiture, dont l'habitacle est plein à craquer. L'ancien ingénieur en informatique dormira assis au volant, décidément très loin du confort de son ancienne vie. Ce que tout ça m'a appris, c'est que le stéréotype du SDF feignant, qui ne veut pas travailler, qui se drogue, ça arrive. Mais tous les gens que je vois ici, la plupart travaillent beaucoup et ils veulent s'en sortir. Ils sont là parce qu'ils ont eu des problèmes de santé ou un coup dur. Alors certains s'en sortent très vite, mais pour d'autres ça prend plus de temps. Drôle de contraste dans cette Californie, 6e puissance économique au monde, où de plus en plus de travailleurs n'ont plus les moyens de se loger. Mais il y a un autre État où le système est encore plus impitoyable envers eux. Cet État, c'est la Virginie, tout proche de Washington, et plus particulièrement sa capitale, Richmond. Richmond, c'est une ancienne ville industrielle. Ici, un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Richmond détient aussi un triste record. C'est l'une des villes aux États-Unis où il y a le plus d'expulsions. On en compte 3000 par an. Rapporté à la population, c'est 25 fois plus qu'à Paris. Les expulsions, un travail de routine pour l'agent Loyal du bureau du shérif. Plusieurs fois par semaine, il distribue ses papiers jaunes. Bonjour, comment allez-vous? C'est bien vous qui vivez ici? Ouais. Ok, madame. Je viens de coller un avis d'expulsion sur votre porte. Vous devez vous rapprocher du manager de la résidence si vous estimez que c'est injustifié. Mais nous avons fixé l'expulsion au 7 du mois, à 9 h du matin. Ok, je vais voir avec eux. Ok, merci, madame. Dans l'État de Virginie, la loi est stricte. À partir de 5 jours de retard de loyer, un propriétaire a le droit de lancer une procédure d'expulsion. Et quelques semaines plus tard, le locataire reçoit un avis sur sa porte. Vous savez ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est. Vous avez seulement une semaine pour partir. Oui. C'est pas beaucoup. Ouais, je sais. On va voir ce qu'on peut faire. Parfois, emporté par son élan, l'agent Loyal se montre approximatif. Hey, comment ça va? Vous êtes bien madame Ackman? Non, Elle vit bien ici? non, c'est moi qui vis ici. Cette femme qui n'a rien à se reprocher en sera quitte pour une grosse frayeur. Désolé madame, je me suis trompé d'appartement. Les locataires menacés ont une semaine pour régler leurs dettes. Sinon, c'est l'expulsion manu militari. Et l'agent Loyal ne fait pas dans les sentiments. Avec son collègue, ce matin, ils doivent déloger l'occupant de cette maison. Bureau du shérif! Et comme pour arrêter un dangereux criminel, Bureau du shérif! c'est arme au poing qu'ils entrent à l'intérieur.
Je prends l'arrière. Ok. Le locataire est pour l'instant absent. Et visiblement, il n'a pas eu le temps de vider les lieux. C'est bon, monsieur. Vous pouvez changer la serrure. Le propriétaire, lui, récupère immédiatement son bien. Si en France, il faut en moyenne 1 an et demi pour expulser quelqu'un, ici c'est expéditif. En moins de 2 mois, tout est réglé. Vous vérifiez tout? Je vérifie les fenêtres Pourquoi? pour être sûr que personne n'entre. Tout juste arrivée, la locataire est sous le choc. Elle louait la maison depuis 7 ans. Célibataire, maman d'une grande fille, elle travaille, mais elle a connu à plusieurs reprises des fins de mois difficiles. Ses affaires, elle ne pourra les récupérer que le lendemain. Sinon, tout ira à la benne, à ses frais. Ça serait plus simple si vous preniez un camion de déménagement. Prenez un camion, car si c'est lui qui doit le faire, ça va vous coûter cher. Ok, très bien. Vous ne pensez pas que tout ça est un peu dur? Non, il fait ce qu'il a à faire et moi aussi. Et vous allez dormir où? Où est-ce que je vais dormir? Dans un hôtel. J'ai pas le choix. À l'hôtel? Ouais, je peux me le permettre. Merci à vous. Bonne journée. Elle se retrouve à la rue, sans négociation possible. C'était la seule solution pour la déloger? Ça dépendait d'elle. Elle m'a dit qu'elle allait déménager. Et elle n'est pas partie. Mais peut-être qu'elle n'a pas d'endroit où aller. Ah, ça, elle ne m'en a pas parlé. Des expulsions comme celle-ci à Richmond, il y en a une dizaine par jour. Conséquence de cette justice express, en périphérie de la ville, les hôtels bon marché sont des refuges pour toutes ces personnes qui ont été mises à la porte. Certaines depuis très longtemps. C'est le cas de David, un jardinier de 38 ans. Hey, comment ça va, mec? Ça va et toi? La même routine, comme tous les jours. David vit dans ce motel depuis son expulsion il y a 2 ans. Le week-end, ce papa divorcé accueille ses enfants dans sa chambre de 10 mètres carrés, qu'il paye 1 300 € par mois. Et voilà, c'est notre chambre. Ça fait chambre, salon, salle à manger, tout quoi. Là, c'est la petite cuisine où je leur ai fait des œufs hier soir. J'ai aussi fait des hamburgers. On a joué aux jeux vidéo et j'ai pas fait la vaisselle. Et là, c'est la salle de bain avec une douche. Et voilà, c'est tout. La semaine, cette unique pièce qui déborde d'affaires, David la partage avec sa nouvelle compagne. Ce n'est pas trop dur de vivre ici depuis 2 ans? Oh si, on est à l'étroit. Évidemment, 2 personnes dans la même pièce si longtemps, on se prend la tête, on s'engueule. Son ami a un emploi stable, dans les assurances. À 2, ils pourraient se payer un appartement plus grand et moins cher. Mais s'ils restent bloqués dans cette minuscule chambre, c'est que leur ancienne expulsion les poursuit toujours. À une époque, on en a bien cherché un, mais on a été découragés. Car quand on visitait, on nous disait « Mais vous avez déjà été expulsé. On voit que vous avez eu 2 mois de loyer impayé. » Ça nous a porté préjudice. On n'était acceptés nulle part. C'est inimaginable en France. Mais ici, les propriétaires ont accès en quelques clics au passé des mauvais payeurs. Un fichage systématique que dénonce Martin Wegbreit, un avocat, défenseur de locataires. Alors, cette base de données est totalement publique. C'est un site officiel sur lequel tout le monde peut aller. Et vous pouvez faire une recherche par nom. Allez, on va essayer un nom au hasard, un nom bien de chez nous. Essayons Mary Gillespie. Et voilà, vous pouvez voir,
Il y a 5 plaintes contre elle. Il y a 10 ans, cette locataire a accumulé les retards de paiement. Des petites sommes, comme ici 291 $, mais qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Si je suis un propriétaire, je peux regarder et me dire « Ok, c'était il y a 10 ans, mais c'est trop risqué. Et je ne veux pas d'elle comme locataire. » S'il vous arrive un pépin, vous travaillez moins, vous vous cassez la cheville et vous êtes arrêté pour un mois. Vous devez réparer votre voiture, vous avez une facture d'hôpital. Quoi que ce soit qui entame un peu votre budget. Vous avez intérêt à vous renflouer très vite. Sinon, vous allez vous retrouver au tribunal et vous serez rapidement expulsé. Les locataires vivent vraiment avec une épée de Damoclès sur la tête. Avec un tel système, difficile d'imaginer comment David pourrait quitter un jour son motel et se payer un appartement dans lequel il pourrait accueillir décemment ses enfants. Une situation comme ça, quand vous êtes déprimé et que vous vous retrouvez tout seul dans votre petite chambre, vous finissez par picoler ou faire des trucs stupides. Dieu merci, l'alcool est mon seul vice. Bon, j'essaye d'être un mec bien, un bon père. David est loin d'être un cas isolé. 6300 personnes sont expulsées chaque jour à travers l'Amérique. Mais si dans les villes se loger est l'angoisse numéro 1, il y a une région où pour certains, le principal problème est tout simplement de se nourrir. Bienvenue dans l'Amérique rurale, celle des Appalaches, à l'est du pays. Une région montagneuse. Les Appalaches, c'était le pays du charbon. Les mines sont aujourd'hui en grande partie fermées. On a coutume de dire qu'ici, le rêve américain s'est perdu en chemin. Les Appalaches, une Amérique majoritairement blanche, où l'on trouve les comtés les plus pauvres de tout le pays. L'été, à l'heure du déjeuner, ce food truck sillonne les quartiers défavorisés de la ville de Roanoke. À son bord, Luz et Stacy, 2 bénévoles qui distribuent des repas gratuits aux enfants. Pendant l'année scolaire, l'école fournit le petit déjeuner et le repas de midi. Beaucoup de familles comptent sur ces 2 repas, car ils sont gratuits. Ça leur fait toujours ça de moins à payer. Mais pendant l'été, de juin à mi-août, il n'y a pas d'école. Donc il n'y a plus de repas. Et c'est là qu'on intervient. Ils servent jusqu'à 200 repas par jour. Et à chaque fois qu'ils arrivent, ils sont très attendus. Comment ça va? Viens me faire un câlin, toi. Vous avez faim? Oui, je suis affamée. Au menu aujourd'hui, un sandwich, une brique de lait et un kiwi. Dans cette famille, les 2 parents ne travaillent pas. Ils touchent 1 200 € d'aide sociale par mois. Mais à 5, ce n'est pas assez pour vivre. Brandon, le papa, se sacrifie. J'essaie de faire 2 à 3 repas par jour. Mais en fin de mois, quand je n'ai plus d'argent, on est plutôt sur un repas. Là, par exemple, nous sommes à la fin du mois. Oui, je n'en fais qu'un par jour. Un repas par jour? Oui. Lequel? D'habitude, je saute le petit déjeuner et le déjeuner. Je ne mange qu'au dîner. Juste le dîner? Oui, juste le dîner. Être pauvre au point de se priver de manger. On se voit demain? À demain, Stacy. Au revoir. Une réalité dans les Appalaches qui ne date pas d'aujourd'hui. En 1964, déjà, le président Johnson, en pleine campagne électorale, se rend sur place. Il est horrifié par cette pauvreté. Une fois élu, il lance un grand plan pour mettre fin à la misère.
Aujourd'hui, ici et maintenant, je déclare une guerre sans merci contre la pauvreté aux États-Unis. L'une de ses idées, créer des food stamps, des coupons alimentaires donnés gratuitement aux plus pauvres. Aujourd'hui encore, le gouvernement distribue ces food stamps à 40 millions d'Américains. Dans ce parc à mobil-home, au cœur des Appalaches, la plupart des familles bénéficient de cette aide alimentaire. Drapeau américain sur le perron, voici le mobil-home de Sirenia Collins, 58 ans. Ancienne Marines, Sirenia ne travaille plus suite à une longue maladie. Elle touche 700 € de pension. Alors au quotidien, c'est la débrouille. Tout ce que vous voyez ici, c'est de la récup. Ces tables, on me les a données. Et elles étaient vraiment moches. Je suis en train de les repeindre pour les mettre à mon goût. C'est une manière d'économiser. Ça, c'est le trône de la reine. C'est mon fauteuil. Il est confortable. Je l'adore. Ça, je l'ai acheté moi-même. Et c'est une grosse dépense. 1 300 $. J'ai dû faire un crédit. C'est la seule chose ici qui coûte vraiment cher. C'est mon fauteuil. Et ses difficultés financières ont empiré depuis qu'elle héberge sa nièce, Jennifer, mère célibataire au chômage, qui a 3 enfants à charge. Léa, Lindsay et le petit dernier, Jaden. Heureusement, Jennifer bénéficie des food stamps. Chaque premier du mois, en fonction du nombre d'enfants et de vos revenus, le gouvernement vous fait un virement. Chaque mois, j'ai droit à 640 $. Pour acheter de la nourriture. Juste pour acheter de la nourriture. 560 € par mois pour nourrir 5 personnes. Le budget est serré. Avant de faire les courses, les 2 femmes vérifient le solde de leur carte. Il vous reste 62 $ et 38 cents. Leurs coupons alimentaires, Sirenia et Jennifer peuvent les dépenser dans n'importe quel supermarché. Comme cette enseigne Discount, où elles se rendent régulièrement. Arrivée à la caisse, la carte de food stamp s'utilise comme n'importe quelle carte de crédit. Et dans ce magasin des Appalaches, elles sont loin d'être les seules à l'utiliser. Combien de gens payent avec les food stamps? Probablement la moitié. C'est beaucoup. Ouais. Donald Trump envisage de restreindre l'obtention des food stamps. Il risque d'appauvrir un peu plus une population déjà bien fragile. Mais paradoxalement, ici où on a voté à 80% pour lui, on continue de le soutenir. Pour arrondir ses fins de mois, Sirenia fait quelques ménages chez ses voisins. Pour quelques dollars, elle coupe aussi les cheveux de James, qui travaille à la mine. Un fan inconditionnel de Donald Trump. Oui, j'aime beaucoup Donald Trump. Je le soutiens. Pourquoi? Parce qu'il fait tout ce qu'il dit. Trump est prêt à aider les autres pays, mais c'est son pays qui passe en premier. Et ça, ce n'est pas arrivé depuis longtemps. Donald Trump est un milliardaire. Il emmène sa famille partout avec lui. Ses enfants, sa femme. Ça vous en dit beaucoup sur le personnage. Un vrai chef de famille. C'est pour ça que je travaille, pour ma famille. Ça fait tellement longtemps, peut-être 30 ans qu'il n'y a pas eu de boulot. Maintenant, il y en a. Notre taux de chômage a dégringolé. Vraiment? Oui, vraiment. Théoriquement, tout le monde aux États-Unis peut avoir un travail. Si on regarde les chiffres, c'est vrai. Si les gens veulent travailler, ils peuvent. Un soutien sans faille, difficile à comprendre. Car depuis son élection dans les Appalaches, le quotidien des gens ne s'est pas amélioré.
La misère est toujours présente et elle donne lieu à des scènes surréalistes. Dans cette petite ville, en plein milieu de la nuit, des dizaines de voitures entrent sur un champ de foire. Madame, garez-vous là. Mettez-vous sur la droite. C'est complet. Je vous conseille de revenir demain à 4 heures. C'est hallucinant. On se croirait à un concert de rock, alors qu'on vient ici pour se faire arracher des dents. En fait, si ces gens arrivent par centaines, c'est tout simplement pour voir un médecin. Car ici, chaque année, le temps d'un week-end, cette ligne, c'est juste pour la médecine générale. une association humanitaire organise des consultations gratuites. Ici, il y a d'énormes besoins. Beaucoup de gens dans cette région sont des familles ouvrières. Elles doivent choisir entre se soigner et sauver leur vie, ou faire des courses pour la semaine. C'est une honte d'être obligé de faire ça comme ça, mais on doit prendre soin de nos compatriotes. Il faut bien que quelqu'un s'occupe d'eux. Même si le système de santé s'est amélioré avec Barack Obama, 28 millions d'Américains n'ont toujours aucune couverture médicale. Sirenia, elle aussi, ne voulait pas manquer l'événement. Elle a fait 2 heures de bus pour venir et camper sur place. Mais dans la nuit, un orage violent a éclaté. Bonjour. Quelle aventure. On a eu une inondation, une sacrée inondation. Le ciel est devenu tout noir et d'un seul coup, un torrent nous est tombé dessus. Tout à l'intérieur est trempé, les couvertures, tout. Et on n'a pas dormi de la nuit. Sirenia est venue avec toute sa famille, sa nièce Jennifer et ses 3 enfants. Ils ont tous besoin de voir le dentiste. Mais aux États-Unis, les tarifs médicaux sont les plus élevés au monde. Inaccessibles pour une partie de la population. Alors peu importe la nuit blanche. Vous vous donnez vraiment du mal pour vous soigner. Oui, oui, c'est pas facile. Mais vous devez le faire. Complètement. On n'a pas d'autre choix. On doit le faire. Il le faut. La famille est arrivée la veille, parce qu'ici la règle c'est premier arrivé, premier servi. 6 heures du matin, ouverture des portes. On distribue les ordres de passage. 127. Le 127 doit encore dormir dans sa voiture. 128. Quand je reviens, j'appelle les 20 suivants. OK ? Une fois à l'intérieur, tous ces patients découvrent un véritable hôpital de campagne. Un décor qui rappelle celui d'une catastrophe humanitaire. Et pourtant, c'est bien l'Amérique d'aujourd'hui. Ici, on est soigné à la chaîne par une armée de bénévoles. Des infirmières, des médecins généralistes, mais aussi des spécialistes capables de traiter des pathologies plus lourdes. Le plus spectaculaire se déroule dans ce gymnase, transformé en un gigantesque cabinet dentaire. Toute la journée, 60 dentistes détartrent, jouent de la roulette, plombent et arrachent les dents par dizaines. Ce spectacle pourrait en angoisser plus d'un. Quand elle découvre les lieux, Sirenia, elle, est submergée par l'émotion. C'est magnifique. Tous ces bénévoles et tous ces gens qui ont besoin d'aide. Avant que ma sœur ne décède, elle a dû se faire enlever toutes ses dents. Et elle n'a pas eu les moyens de les remplacer. Elle était plus jeune que moi. C'était ma grande sœur. Et je pense à tous les problèmes qu'elle a subis à cause de ses dents. C'est tellement important. À tour de rôle, toute la famille va y passer. Le plus jeune, Jayden, n'est pas vraiment rassuré. Je veux que tu te brosses les dents tous les jours, au moins 2 fois, mais 3 fois ce serait mieux. D'accord ? Ok. La prévention, c'est la première mission de ces dentistes dans ce genre de rassemblement. Finalement, plus de peur que de mal pour Jayden.
il a droit à un simple contrôle de routine. Mais pour Sirenia, les soins s'annoncent plus délicats. Il lui manque déjà 5 molaires et elle doit s'en faire arracher une 6e, trop abîmée. Après 3 heures d'attente, c'est à son tour. Ça va, je me sens bien. Madame, vous êtes prête? Je crois, oui. Prête ou pas? Venez, c'est par là. Oh mon Dieu. Un jeune étudiant en fin de cycle universitaire va s'occuper d'elle. Avant Sirenia, il a eu le temps de se faire la main. Il a passé sa matinée à extraire des dents. Vous avez arraché combien de dents jusqu'à maintenant? J'ai dû arracher une 15aine de dents. C'est beaucoup? Oui, c'est une bonne journée. Celle de Sirenia, sa 16e de la journée, il mettra un petit quart d'heure à l'enlever. Vous vous sentez comment? Comme quelqu'un qui a une grosse bouche. Mais ici, pas le temps de souffler. Sirenia est conduite dans les vestiaires du gymnase pour l'étape suivante. Allez, prenez soin de vous. Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Un atelier de prothèses dentaires qui, comme le reste, est animé par des bénévoles et financé par des dons. Détendez-vous. Ne serrez pas les dents. Dans cette salle, on prend les empreintes. Et dans la pièce à côté, en moins de 2 heures, on fabrique de nouvelles dents. Le nouveau sourire de Sirenia est prêt. Et voilà, comment vous vous sentez? Bizarre, mais bien. Oh mon Dieu. Vous avez des dents? J'ai des dents. Toutes vos dents? Merci. De rien, ma chérie. Allez, je veux un grand sourire. Merci beaucoup. Maintenant, je sais que je peux sourire. Et me sentir bien. C'est ce que je voulais. J'en avais vraiment besoin. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai des dents. Ils t'ont fait comme à moi? Non, ils m'ont mis des nouvelles dents. Je t'aime. Si la famille avait payé ses soins, elle aurait dû débourser plus de 3 000 €. Aux États-Unis, il existe encore des citoyens américains qui se mobilisent pour venir en aide aux plus pauvres. À l'autre bout du pays, un homme s'est lancé dans une croisade contre la misère qui gangrène les trottoirs de sa ville. Une ville pourtant mythique, dont le nom n'évoque pas franchement la pauvreté. Ça, c'est Los Angeles et Hollywood. Elvis a 38 ans, a un look de punk et surtout la rage au ventre quand il voit ce que Los Angeles est devenu ces dernières années. C'est pas un pays du tiers-monde. C'est le pays le plus riche du monde. On dirait presque un décor de cinéma. On a du mal à imaginer que des gens vivent comme ça au quotidien. Los Angeles, le symbole du rêve californien. La Mecque du cinéma et le temple du luxe. Et aujourd'hui, Los Angeles, c'est la capitale des SDF. De 33 000 ces dernières années, ils sont passés à 55 000. Au pied des tours d'affaires, la situation est devenue dramatique. Quand j'étais enfant et que je vivais ici, ça existait déjà, mais pas à ce point-là. Je suis parti d'ici pendant presque 20 ans et quand je suis revenu, j'en croyais pas mes yeux. Et ça va être de pire en pire, parce que tous les mois, les prix augmentent. Il n'y a pas de contrôle des loyers, et les propriétaires, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et les salaires, eux, n'augmentent pas. Révolté par le sort de ces SDF, Elvis a quitté son emploi de vendeur.
Il vit sur le salaire de sa compagne, Léa, qui travaille à l'université. Elvis peut ainsi consacrer tout son temps à aider les sans-abri. Un peu à l'écart du centre, une femme s'est installée sous ce pont. Elvis et Léa lui rendent régulièrement visite. Salut mec! Comment tu vas? Salut, ça va? Kami vit ici depuis 5 ans, dans une petite tente qu'elle partage avec une autre femme. À l'intérieur, elles sont à la merci des dangers de la rue. Elles ont déjà été agressées plusieurs fois. Regardez-moi ça, ils ont tout déchiré et maintenant, elle n'a même plus de porte. La nuit ici, il n'y a pas de lampadaire. Et pour une femme, c'est flippant. Et même pour un homme d'ailleurs, c'est effrayant. N'importe qui peut arriver dans le noir, rentrer et faire ce qu'il veut. Pour aider ces gens, Elvis ne se contente pas de leur apporter des bouteilles d'eau. Son grand projet se cache dans la cour de cette église. Il a eu l'idée de leur construire des petites maisons en bois. Elles ne sont pas grandes, à peine 4 mètres carrés. Mais à l'intérieur, Elvis et Léa ont pensé à tout pour améliorer le quotidien de ces sans-abri. Il y a des alarmes aux fenêtres. Oui. Pourquoi faire? Si quelqu'un essaie d'ouvrir, ça déclenche l'alarme. Grâce à ça, les gens dorment tranquillement. Et s'ils dorment bien, ils peuvent réfléchir et se sentir mieux. La maison est aussi équipée d'une alarme incendie, d'une lumière et d'un chargeur de portable, le tout alimenté par un panneau solaire. Elvis pense aux moindres détails pour redonner un peu de dignité aux SDF. Il leur attribue même une adresse. Évidemment, ça n'est pas reconnu par la poste. C'est juste quelque chose de psychologique. Moi, j'ai une adresse. Je suis sûr que vous aussi, vous avez une adresse. C'est le but ultime. Les SDF sont traités comme des détritus. Une fois que tu es étiqueté, t'es foutu. Les gens te regardent comme un monstre. Quelqu'un de mauvais, qui a choisi d'être dans cette situation ou qui est fou. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est tellement simple de déshumaniser quelqu'un. Et c'est avec tous ces petits détails qu'on arrive à inverser les choses. Chaque cabane coûte 1 000 €, entièrement financée par des dons récoltés sur Internet. Mais sa généreuse initiative est illégale. La mairie de Los Angeles lui a interdit de poser ses cabanes sur les trottoirs de la ville. Elvis s'en moque. Et ce matin, il va en livrer une à un couple de SDF qui en a grandement besoin. Hey. Bonjour, je suis Elvis. Moi, c'est Christelle. Et lui, c'est Bronny. Salut, Bronny. Enceinte de 3 mois, Christelle, 32 ans, vit sur ce bout de trottoir avec son compagnon, André. Comment ça va, mec? Hé, mon frère, comment ça va? Comment tu vas? Tu as vu? C'est la mère de mon futur enfant. Depuis 4 ans, le couple dort dans ce minuscule chariot à roulettes, infesté d'insectes. Regarde, il y a des punaises de lit partout. Elles me bouffent tout cru. Tout ça, c'est des morsures. Parce qu'ici, on n'arrive pas à avoir une bonne hygiène. Elvis n'a pas envie de s'attarder. Le truc, c'est de décharger ça vite fait, avant que les flics débarquent. Mais la petite maison pèse tout de même 400 kilos. Et les roulettes restent coincées dans le caniveau. Allez, on pousse! Un voisin et un autre SDF du quartier viennent lui prêter main forte. T'as pensé à ma maison? Je vais en ramener d'autres, mec. À peine installé, d'autres sans-abri lui réclament une petite maison. Je vais revenir. J'en ai quelques-unes qui sont quasiment prêtes.
Merci. Merci, c'est sympa. Je vais avoir une maison. Tout le monde tape des mains. Mais son projet ne fait pas que des heureux. Eh, pourquoi tu rentres pas chez toi à profiter de l'air conditionné? Une voisine vient crier son mécontentement. Elle est contre nous. Pourquoi? Elle veut pas de ça devant sa maison. Elle est en train d'appeler la police. Et maintenant, il faut qu'on se dépêche. Et il faut prier pour qu'ils leur laissent la maison. C'est comme ça que ça se passe à Los Angeles. Bonne chance à tous les deux. Merci, mec. Félicitations. Quelques jours après notre tournage, la police a menacé Elvis de détruire sa cabane s'il ne la retirait pas. Il a décidé de la déplacer avec le couple sur un terrain privé. La voisine, mécontente, a finalement obtenu gain de cause. Ce rejet des sans-abri, un sentiment contre lequel certains essaient de lutter de manière étonnante. Direction le Texas, à Waco, la Puritaine. Dans cette ville, on compte une cinquantaine d'églises pour 120 000 habitants. Ici, une fois par mois, une communauté religieuse organise un drôle de stage. Et on vient de tous les États-Unis pour y participer. Vous savez ce qui va se passer? Non, pas vraiment. Juste un peu. Qu'est-ce que vous savez? On va être des sans-abri. Durant 24 heures, ces lycéennes vont vivre, se nourrir et dormir comme des SDF, tout comme une vingtaine d'autres participants, issus de la classe moyenne. Chacun a déboursé 60 € pour suivre ce stage. C'est Janet Dorrell qui en a eu l'idée il y a 25 ans. Femme de pasteur, elle a déjà accueilli 30 000 personnes dans son étonnant jeu de rôle. Le but, c'est de créer de la compassion et de leur donner envie d'aider les plus démunis. Tout le monde peut accéder au rêve américain, mais quand vous êtes coincé dans la spirale de la pauvreté, il vous faut du soutien pour en sortir. Vous avez 15 minutes pour vous changer. D'après Janet Dorrell, pour vivre la vie des SDF, il faut commencer par leur ressembler. Dans cette boutique de fripe, les stagiaires sont invités à s'habiller comme eux. Ça ressemble à des vêtements de SDF? Je ne sais pas ce que portent les SDF. Probablement un truc comme ça. Et vous cherchez des vêtements sympas? Ouais, il y a plein de trucs bien là-bas. Vous êtes pourtant censé être SDF. Ouais, mais moi je veux être une SDF stylée. Un jean et des petites bottes. Je pense qu'elles vont protéger mes chevilles des piqûres de moustiques. Je suis contente de mon choix. Pour l'instant, rien d'insurmontable. Mais ça se complique avec la deuxième épreuve. Dormir à la belle étoile. Pas dans la rue, mais en sécurité dans ce jardin clôturé. Pourtant, Martha, une mère de famille de 53 ans, n'est pas franchement rassurée. J'ai peur des insectes. Des insectes? Oui, des insectes. Elle a longtemps hésité avant de s'inscrire à ce stage. C'est son mari qui l'a convaincue de relever le challenge. Vous n'êtes pas tout à fait dans la situation d'un vrai SDF. Oui, c'est vrai. Ça ne sent pas les excréments ou l'urine. Il n'y a pas de rats qui courent partout. C'est vraiment du luxe pour un SDF, c'est sûr. Oui. Un confort toutefois relatif. Et la nuit va être courte. Bonjour tout le monde. À 6 h du matin, Janet Dorrell sonne le réveil et les mines sont fatiguées. Allez, debout, Martha. Cette situation n'est pas vraiment réelle. Ils sont en sécurité ici. Oui, ils sont plus en sécurité que dans la rue. Mais ce n'est pas aussi sûr que de dormir chez eux, avec leur famille. Ça leur donne une petite idée des conséquences que ces conditions de vie peuvent avoir sur leur organisme. Et ce sera encore plus vrai ce soir, parce qu'il faut 24 heures pour se rendre compte que ça peut être vraiment rude. Pour la suite du programme, les stagiaires sont lâchés en centre-ville.
Leur mission, trouver de quoi se nourrir, par leurs propres moyens et sans argent. Ah, ça sent la nourriture. Tu crois que je peux leur demander? Non. C'est interdit. Regarde, c'est écrit là. On n'a pas le droit de mendier ou de quémander. À Waco, comme dans beaucoup de villes aux États-Unis, mendier est interdit. Interdit aussi de fouiller dans les poubelles. Il n'y a pas de nourriture dedans? Elles sont la propriété de la ville. Y récupérer quoi que ce soit est considéré comme du vol. Pour survivre, les SDF de Waco sont donc obligés d'enfreindre la loi. Nos 2 stagiaires, elles, ne vont rien trouver à se mettre sous la dent. Et après 2 heures à marcher dans les rues par 40 degrés, Martha fait un malaise. Elle doit se résoudre à appeler son mari à la rescousse. J'ai l'impression d'être trop faible. Oui, mais tu as appris sur toi-même. Je suis trop vieille, trop grosse. Je n'y arrive pas. Tu as appris quelque chose. Maintenant, tu vois ce que c'est d'être SDF à ton âge. Ça peut être très dur. Les Américains sont-ils vraiment prêts à regarder la misère en face? Pas si sûr. Le premier d'entre eux, Donald Trump, vient de déclarer que la pauvreté était en chute libre, alors que 40 millions de ses concitoyens en sont toujours victimes.